Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord faire un petit récap. Faut savoir que j'ai dit énormément de conneries sur ma vidéo précédente. Laissez-moi m'expliquer pourquoi. En effet, un abonné du nom de Psychorona 1171 m'a fait remarquer qu'à 10 minutes 40, j'avais fait une petite erreur. Le premier amant des Lainor Bellarion et Geoffrey Lombeck, et non pas Quar Corey, qui serait le second allemand qui s'enfuira avec lui à Pentos. Geoffrey Lombeck se fait tuer par Sir Kristen Cole et non pas Sir Arwin Ford. Voilà, les erreurs ça arrive comme ça des fois, hein, mais que voulez-vous. Et ça c'est dû au fait que je suis allé chercher l'arbre généalogique des Targaryens dans un article qui s'appelle Numérama. Et concrètement, c'est à eux qu'il faut reprocher ce genre de conneries, pas moi. Moi je n'ai simplement fait que lire et vous rapporter les faits sur cette vidéo. Veuillez m'excuser et allez les tailles. De plus, suite à cet extrait dans cette vidéo, les deux qui jouent Rhaenyra et Alicent sont extraordinaires. Bon, sauf peut-être Rhaenyra version ado, mais bon, voilà, ça, je pense que c'est pas si grave que ça, parce que malgré tout, elle arrive à bien jouer, mais juste, j'ai du moins du mal à le croire comparé à la version adulte. je parlais en fait de Emily Karen qui joue Alicent Hightower. Excusez-moi, j'ai juste inversé les deux noms, mais c'est vrai que Emily Cook m'a plus convaincu que l'autre actrice que je vous ai citée à l'instant. Voilà, c'est comme ça, mais ça vient que de moi et ce sont que mes goûts. Désolé les gars si vous pensez comme moi. Aussi, je vous avais donné rendez-vous en moitié de saison, soit entre l'épisode 4 et l'épisode 5 au départ, mais j'ai eu un problème de caméra via ma partie selfie de ma caméra. Désolé, du coup j'ai pas pu tourner et du coup j'ai pas pu sortir cette vidéo malencontreusement. Désolé. Enfin pour finir, dernière petite info, le compositeur de Game of Thrones ne s'appelle pas Ramin Djawadi comme je l'avais dit dans cette vidéo, mais Ramin Djawadi. Voilà, je l'ai rappelé Djawadi pendant tout le long de la vidéo. Hein. Mes salutations à ce dernier qui est un compositeur toujours exceptionnel, même dans le pire. Quelquefois, j'ai l'impression d'avoir affaire à des fans de la saison 8. Paradoxalement, mais en même temps, réprochiquement parlant. C'est dingue. Attendez une minute. Quoi? Oh non! Oh non! Mon drapeau palestinien a disparu! Alors attendez, j'arrive, je reviens. J'ai perdu mon drapeau palestinien. Bon, bah. Tant pis, on fera quand même ça, hein, mais. Je montrerai pas mon soutien à qui que ce soit, mais. C'est pas grave. On fera ça quand même. Adieu. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr. Le moment est enfin venu de parler de la saison 2 de House of the Dragon. Quelle extraordinaire saison nous avons eue. Légendaire, satisfaisante, impressionnante, dans la lignée de ce que nous a proposé la première saison. C'est ce que j'aurais bien aimé vous dire. Mais hélas, faut bien qu'il y ait un mais. Car oui, vous vous en doutez, il y a énormément de choses à dire sur cette série. Énormément de choses. Et croyez-moi, on va commencer par... Ah bah j'avoue, je sais vraiment pas par quoi commencer. Mais bon, déjà, refaisons un petit récapitulatif des choses. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que j'ai posté cette vidéo sur le premier épisode de la série House of the Dragon. Et s'il y avait bien une seule chose sur laquelle on était unanime, c'est que non seulement on était heureux de revenir sur Westeros, mais que surtout, cette série était exceptionnelle dès sa première saison. C'est rare qu'une première saison puisse autant foutre une claque aussi magistrale. La dernière fois qu'une série m'avait fait cet effet-là, c'était Invincible. Et encore, cette première saison n'a pas dépassé la première saison de Invincible pour plusieurs critères que je ne vais pas expliquer là de toute façon, parce que sinon ma vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais déjà, on peut commencer sur un point. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette saison 2? Eh bien c'est simple, après cette déclaration de guerre qui nous montre la mort d'un des fils de Rhaenyra, eh bien cette fois-ci c'est une guerre civile qui se prépare, une guerre civile que l'on appelle la danse des dragons, qui va opposer le camp des noirs que je vous avais déjà montré dans ma vidéo précédente qui montrait le récap de la saison 1, et le camp des verts qui, pareil, s'était déjà présenté dans le récap de la saison 1. Alors, qui comme ça on était hyper hypé, on aurait pu être même super content. Seulement il y a des petits détails qui sont venus un peu tout changer. Il faut revenir à la base de la base. Plus le temps passait, plus je voyais House of the Dragon arriver petit à petit. Je m'impatientais un petit peu, je me baladais sur Twitter à un moment donné, et là je tombe sur
un tweet assez peureux, j'ai envie de dire, pour ma part. Un tweet qui vient de l'actrice de House of Dragon, à savoir l'actrice qui joue Alicent. Mais grosso modo, je vous mets justement son tweet juste là, qui nous explique que lorsque la saison 2 va arriver, ça va énormément diviser les fans. Un truc dans le genre, je sais pas quoi. Mais croyez-moi, dès que j'ai su ça, je voulais pas vraiment vous en parler pour faire susciter la peur en chacun de vous, parce que je voulais rester d'un côté positif et me dire que cette saison 2 allait être exceptionnelle. Mais là, pour le coup, je ne peux pas ignorer ce genre de choses. Là, c'est mort. Je voulais faire comme si ce tweet n'avait jamais existé. Et hélas, je suis obligé d'admettre que non seulement ce tweet a existé d'abord, mais surtout que cette série, enfin cette saison 2 pour le moins, clairement, elle a divisé. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas décevant. Mais c'est pas au-delà de nos attentes, c'est même pas au niveau de nos attentes. Il y aura certains qui voudront sûrement me dire que vas-y, les 4 premiers épisodes ils sont géniaux, alors que les 4 suivants c'est de la demeure. En gros, t'as la moitié de la saison qui est bien, l'autre moitié qui est nulle à chier. Ça oui, ça c'est ce que j'aurais pu me dire, mais moi j'ai déjà commencé à remarquer quelques erreurs dès le premier épisode, et je vais vous expliquer exactement laquelle. Dès le premier épisode, t'as Fromage et Sang qui sont infiltrés dans le château de Port-Réal, soit le donjon rouge, sous ordre de Daemon Targaryen, pour pouvoir assassiner un des 2 fils de Aemond et... Parce que oui, Aegon a décidé de forniquer avec sa sœur parce que ces deux-là n'avaient clairement pas le temps. Et croyez-moi que pour Aegon, ça va être un peu... Sauf que, vous vous en doutez, s'infiltrer dans le plus grand château de tout le royaume pour pouvoir assassiner un enfant... Là, c'est impossible. Ils sont où, les gars? Là, je comprends pas. Alors oui, mais en fait, c'est un univers fictif, surtout magique, avec des dragons, de la magie et tout. Donc du coup, ça devrait pas être pris en compte, vu que c'est pas réaliste. Si, en fait, on est totalement dans un univers réaliste. C'est pas parce que tu rajoutes des trucs qui rappellent la fantasy et tout que ça veut dire que c'est pas réaliste. Le meilleur exemple, même dernier exemple, j'ai envie de dire, ce sont les derniers Zelda, notamment Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Même si ces 2 opus de Zelda possèdent une certaine grosse caractéristique de mystification dans son univers, et il y a quand même des trucs qui sont scientifiquement appliqués dans notre univers à nous. Que ce soit la cuisson de steak et de viande, la brûlure d'armes en bois, ou alors la foudre qui est attirée par le métal. Bref, tout ce genre de détails. Il y a même certes des détails qui sont pas du tout appliqués, que ce soit Link qui est capable de nager en armure alors que normalement il aurait coulé, Link qui saute de quelques centaines de milliers de mètres de hauteur en plongeant dans de l'eau sans que cela ne puisse lui affecter en quelconque problème que ce soit. Mais malgré tout ça, les quelques règles de la physique sont très bien appliquées dans cet univers de Zelda, parce que, même si c'est un univers mystique, c'est un univers qui est un minimum réaliste, tout simplement. Et l'univers de Game of Thrones a plus ou moins exactement les mêmes règles. Certes, il y a des dragons, il y a des magies, il y a de la sorcière, il y a tout ce genre de conneries si vous voulez, d'accord. Mais il faut pas oublier que Game of Thrones, c'est un univers qui est avant tout médiéval. La preuve en est, George R.R. Martin s'inspire des caractères de certains de ses personnages issus de notre réelle histoire à nous, au point que ces histoires de Game of Thrones sont même enseignées dans des cours d'histoire. Il y a même certaines batailles qui sont totalement logiques. Je pense par exemple à la bataille de Durlieu, dans lequel t'as Tyrion qui ordonne à ses archers de pas tirer pour éviter de gaspiller ses flèches trop facilement, vu à quel point les bateaux sont loin. T'as un gars qui utilise du feu pour pouvoir allumer du feu grégeois étalé sur toute la mer de Durlieu. Et encore, dites-vous que des détails comme ça, je vous en passe plein, mais façon de dire que l'univers de Game of Thrones, même s'il se passe dans un univers complètement fantaisiste et imaginaire, ça n'empêche pas d'avoir un minimum de réalisme, et c'est d'ailleurs pour ça que certains spécialistes de combat militaire et de stratégie militaire ont boudé à chaque fois qu'il y avait une bataille dans la saison 8 de Game of Thrones. Donc du coup, vu qu'on se passe dans un univers réaliste et médiéval, ça devrait pas être normal que 2 gars assassinent l'un des fils du roi sans aucun problème, et surtout sans qu'un garde décide d'intervenir à ce sujet. Normalement, ils sont censés être pris et ramenés en prison, voire même exécutés pour tentative de meurtre. Ça devrait pas se passer comme ça normalement. Et voir ça dès le départ, ça aurait pu nous induire en alerte immédiate. Mais malheureusement, on a préféré plutôt faire la sourde oreille et se dire que c'était une simple petite incohérence, que ce serait pas du tout comme ça pour la suite. Spoiler alerte, ce sera plus ou moins comme ça, mais pas trop non plus. Laissez-moi un petit peu m'expliquer. Bon déjà, Rhaenyra rétorque, et encore là, elle était déguisée en nonne. Donc du coup, bon allez, vas-y, il y a des nonnes qui sont habillées pareil que elle. Allez, à ce stade, on va plus ou moins laisser passer celle-là, pourquoi pas. Mais déjà, qu'elle arrive à rejoindre Alicent, bon, on va dire que c'est un miracle, dites-vous que c'est même pas dans les livres d'ailleurs. Mais déjà, qu'elle discute entre elles dans un lieu qui est considéré comme étant
silencieux. Du coup, ce qui fait que quand tu les entends chuchoter, bah t'es censé les entendre malgré tout, vu que cette salle, elle est entièrement faite en écho, donc du coup, on est censé les entendre. Ce qui fait que les gardes, ou même une personne à côté, devraient intervenir ou prévenir ou appeler à l'aide, juste parce que ces derniers se font envahir par quelqu'un qui est leur pire ennemi à l'heure actuelle. Autant d'incohérences là, c'est rien que dans une seule scène, dites-vous. Et d'ailleurs, on a rétorqué pour l'un des deux jumeaux qui se sont entre-assassinés dans l'épisode 2. Comment c'est possible que l'un des deux jumeaux a réussi à atteindre Rhaenyra sans croiser, pareil, un seul garde? Là, il y a un problème, ces gars-là ne connaissent pas la garderie ou quoi? C'est quoi ces conneries? Je veux dire, à partir d'un moment, t'es roi, t'as un statut social plus haut que n'importe qui autour de toi. Donc logique qu'on puisse te faire protéger par quelconque assassin ou quoi que ce soit. Je veux dire, même Azula, elle le dit dans une série pour enfants, putain. You sent for us, princess? Is everything all right? Actually, everything's not all right. Do you know how long it took you to get here? A few minutes, I guess. 5, to be precise. In which time an assassin could have snuck in, done away with me, and been on his merry way. Et oui les gars, Avatar, lui aussi, est un univers suffisamment logique, malgré que son univers soit beaucoup plus fantaisiste que tout ce qu'on vient d'évoquer depuis tout à l'heure. Donc bref, avec ces 3 petites incohérences scénaristiques pour un scénario qui n'avait pas d'incohérence rien que dans sa première saison, là déjà ça faisait peur. Mais du coup, comment est-ce que c'est possible que l'on en soit arrivé là? Comment c'est possible que déjà on ait des incohérences aussi faciles rien que pour 3 épisodes sur les 4 premiers? Eh bien ça on en parlera plus tard, mais il faut aussi qu'on parle des épisodes suivants. Pourquoi est-ce que à partir de ce moment-là, House of Dragon a déçu? En fait, si l'épisode 5 est décevant, c'est pas tant parce qu'il traîne en longueur, c'est juste que il permet un minimum de se poser pour laisser un minimum respirer la série correctement, parce que sinon une série qui ne laisse pas trop respirer, c'est pas très sympa, hein, parce que si on laisse pas les gens respirer, scientifiquement ils meurent, hein. L'épisode 6 d'ailleurs s'est fait extrêmement bouder pour la simple et bonne raison que Rhaenyra s'est mis à se faire embrasser par une femme. Alors franchement les gars, cette information elle est tellement intéressante que je m'en bats les couilles si vous saviez à quel point. D'ailleurs j'irais même jusqu'à vous dire que, alors, je sais que je vais en choquer certains, mais en fait c'est totalement logique que Rhaenyra finisse lesbienne au bout d'un moment. J'ai même envie de dire, c'était prémonitoire qu'elle finisse par avoir une attirance pour les femmes. Recontextualisons un petit peu les choses. Au départ, Rhaenyra vivait un petit peu en termes d'amitié avec Alicent. Et ils avaient une excellente amitié entre les deux, au point que Rhaenyra a promis de prendre Alicent comme si c'était un cavalier pour pouvoir l'amener loin d'ici, loin de cette royauté, loin de toutes ces conneries. En gros, Rhaenyra se confondait presque comme une chevalière voulant sauver cette princesse prisonnière de ce château qui l'enferme petit à petit. En gros, on peut prendre littéralement ça comme le conte du fameux chevalier qui vient sauver la princesse prisonnière d'un terrible château, d'un donjon, etc., etc. Là déjà, rien que sur ce détail, on peut sentir que Rhaenyra et Alicent avaient une sorte de romance entre les deux. D'ailleurs, quand on remarque que Alicent a couché avec quelqu'un, se retrouver dans un bordel avec Daemon, mais ça c'est notre histoire, et qui a fini par la prendre et engueuler Rhaenyra, tu sens un petit peu la frustration de cette dernière dans sa gueule, parce que quand même, t'apprends que ta crush s'est retrouvée dans un bordel à fréquenter des gens autour d'elle. Ouais, c'est... Voilà. De plus, quand on regarde cette situation, le dernier échange qu'il y a eu entre Rhaenyra et Daemon, ça a été un futur féminicide, ce qui ressemblait presque à une sorte de féminicide vu comment Daemon avait l'air de l'étrangler. Son fils s'est fait tuer et en plus de ça, elle se retrouve presque rejetée autour d'elle parce que c'est une femme. Parce que prendre les rênes de la royauté de la politique quand t'es une femme au Moyen-Âge, c'est dur. Donc franchement, tu m'étonnes que Rhaenyra décide de trouver du réconfort auprès d'une femme pour la simple et bonne raison que... elle se sent un petit peu seule et elle a besoin d'un petit peu de réconfort, surtout à la période dans laquelle elle se trouve. Donc ouais, reprocher à Rhaenyra d'embrasser une femme, non seulement c'est stupide et surtout homophobe, mais surtout, pourquoi est-ce que vous avez pas parlé de Theon Greyjoy qui couche avec un homme, ou alors des Tyrell qui s'envoient hommes et femmes confondus alors qu'ils ont le sexe hommes et femmes confondus? Et dans la même série où tu vois la fille de Rhaenys en train d'embrasser un autre homme à côté de lui, tout ça pour qu'il se fasse assassiner dans l'épisode 5, alors que... Ouais, pourquoi est-ce qu'on gueule pas sur ça, tiens? Pourquoi est-ce que vous gueulez que maintenant? Genre quoi, l'extrême droite a commencé à prendre le pouvoir et vous vous êtes dit, ça y est, interdit d'avoir des LGBT dans nos séries, c'est... Donc non, franchement, se plaindre de ce genre de conneries, c'est comme se plaindre qu'il pleut. Oui, c'est totalement normal qu'il pleuve, après tout il a fait soleil tout l'été, donc c'est tout à fait logique qu'il finisse par pleuvoir un jour ou l'autre, hein. Tu t'attendais à quoi? Par contre, ceux qui disent que les 4 derniers épisodes sont pourris, c'est que clairement l'épisode 7, c'est l'épisode le plus ambitieux de toute la série. Parce que concrètement, on a un plan séquence dans un environnement sombre dans lequel on voit Vermithor s'en prendre à tous ses ennemis autour de lui. Et ça, c'est la
meilleures scènes de toute cette saison, concrètement. Je veux dire, le plan séquence est magnifique et extraordinaire, l'acting de chacun et de chacune est extraordinaire, le plan séquence est extraordinaire, le dragon est magnifique et extraordinaire en plus d'être bien fait, la tension est à monter crescendo extraordinaire. Bref, tout ça pour dire que cet épisode est tout simplement extraordinaire. Donc dites pas que les derniers épisodes sont de la chie, parce que concrètement, c'est tout simplement faux. Par contre, l'épisode 8, c'est pas que c'est catastrophique, mais c'est que c'est un très mauvais choix pour un dernier épisode. Et c'est son seul défaut. Parce que pendant toute une saison, soyons honnêtes, il ne s'est pas passé grand chose. Pour la simple et bonne raison que cette série, on nous a teasé pendant toute une saison 1 qu'il va y avoir une guerre fratricide qui va déchirer une famille tout entière. Or là, cette guerre, on n'en a vu que son apogée à partir de l'épisode 4. Épisode qui était franchement spectaculaire, hein, surtout pour un combat de dragon. Même si j'aurais toujours un favoritisme pour l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Vous vous en doutez, qui dit défaut d'écriture dit problème de showrunner. Et cette fois-ci, nos showrunners, non, ne vous inquiétez pas, ce ne sont plus David Benioff et D.B. Weiss. Eux, ils sont occupés avec Netflix à cacher leur prochaine série, ça, y a pas de souci là-dessus. Non, cette fois-ci, les showrunners de cette série sont Ryan Condal et Miguel Sarkopowski. Bref, un ski. Lors de la saison 1, tout se passe bien. La preuve en est, on a une série ultra qualitative dès sa première saison. Or, lorsque la deuxième saison est lancée, il y a un énorme problème. Miguel Sapkowski décide de quitter la série parce que sa femme, qui souhaitait devenir productrice, n'a pas été acceptée par HBO. Du coup, résultat, ce dernier a décidé de quitter la production et a laissé Ryan Condal tout seul. Je vous jure que c'est la seule raison que j'ai pu trouver sur les réseaux. Il n'y a pas d'autres infos, tu peux même chercher tout seul si tu veux. Face à ce genre de conneries, je suis censé répondre. Je ne sais pas. J'essaie de chercher, mais normalement je suis censé répondre des trucs du genre comment c'est possible de vouloir sacrifier juste pour une meuf, c'est complètement con. Pourquoi est-ce que tu quittes une série? Je veux dire, là t'es en train de faire une série, ma gueule. Oh, réveille-toi. Mais là, je suis en train de me poser plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Faut à tout prix qu'on m'explique, qu'on me donne un truc, s'il vous plaît, je vous en supplie. De plus, quand on voit le CV de sa femme, à savoir Alexis Raben, et ben on voit que son CV en tant qu'actrice, parce que oui, là, elle est tentée de devenir productrice, mais là, elle est une actrice de base, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu la prendre en tant que productrice. Et surtout, quand on regarde son CV en tant qu'actrice, bah elle a pas grand chose pour elle, hein. Je veux dire, à part une série avec Arnold Schwarzenegger, ou film peut-être, hein, ce sera à vous de voir. Et bah concrètement, elle n'a pas joué dans quelque chose de vraiment notable. Donc si c'est juste pour ça, peut-être que HBO ont jugé que bah elle n'était pas bonne actrice pour être prise. Ou peut-être qu'ils se sont dit qu'une actrice en tant que productrice, ça pourrait pas donner quelque chose de bien. Après, on a Margot Robbie qui est actrice et productrice. Et pourtant, on a eu de la bonne qualité. Je pense à Barbie et à Bird of Prey. Mais en tout cas, si HBO l'a refusé, c'est peut-être parce que bah ils l'ont pas trouvée compétente. Ou alors peut-être que... Bon, en vrai, je sais pas, mais je fais qu'élaborer des théories. Peut-être que si elle n'a pas été prise en tant que productrice, c'est peut-être parce que elle faisait pas productrice, ou alors peut-être parce que bah elle était trop prétentieuse, ou je ne sais pas, moi, donnez-moi un argument, quelque chose. Car oui, j'ai beau faire des recherches, mais HBO n'a communiqué sur aucun détail à ce sujet, et même sur le pourquoi du comment. Le seul truc qui a été communiqué de la part de HBO, c'est qu'elle avait très peu d'expérience. Et sur ça, bon, je suis désolé de te contredire, Miguel, mais sur ce point-là, ils ont clairement pas tort. Certes, elle a joué un personnage important dans la première saison, à savoir Taylor, mais là, c'est vrai que je suis plus ou moins d'accord avec ces derniers. Donc, du coup, se plaindre de ce genre de choses, c'est... un peu... Après, si ça se trouve, officieusement, c'est pour plusieurs autres raisons. Mais en tout cas, c'est clair que quand je vois un CV comme ça, je me dis pas qu'elle ferait une bonne actrice dans la série HBO. Donc, concrètement, se plaindre de ce genre de choses, pour moi, c'est stupide et même contre-productif. Parce que c'est bien de te mettre Alan Taylor qui a réalisé les quelques épisodes de Game of Thrones, ok, mais changer d'auteur comme ça, c'est débile. Surtout quand tu laisses un autre auteur abandonné et surtout livré à lui-même dans la production de la série. Mais bon, laisser Ryan Condal tout seul, peut-être que ça pourrait nous donner quelque chose de nouveau. Peut-être que Ryan Condal s'en sortirait déjà très bien. Je veux dire, il suffit juste de voir son CV pour voir que... oh non, non, s'il vous plaît, non. Ça recommence. Alors certes, ce CV est moins pire que celui de David Benioff qui lui avait quand même Wolverine Origins sur son CV. Ce qui faisait peur en tout cas, hein, et ce qui nous en a donné la preuve. Mais là, concrètement, ouais, là c'est pas tout autant rassurant. Certes, Rampage est un bon film, mais bon, Rampage quoi. Rampage hors de contrôle. Un film qui parle d'animaux géants qui grossissent et finissent par manger une femme en robe rouge. Ça, c'est un scénario qui a l'air plus popcorn que sérieux. On est sur un tout autre registre là en fait.
Mais du coup, Miguel, là, ce que t'as pris comme décision, elle était stupide. Je veux dire, j'ai jamais vu une décision aussi stupide depuis fort longtemps. Je veux dire, la dernière fois que j'ai eu une décision aussi stupide, c'était de vouloir aller en contrecarration des livres de The Witcher dans la série Netflix. Et encore, Netflix, eux, en termes de conneries, je pense que je pourrais faire une liste rien que pour eux. Je sais que tu voulais à tout prix défendre ta femme. Ça, c'est pas le problème. Le gros problème, c'est que... Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant après? Ou est-ce que... Là, tu te rends compte de la connerie que tu viens de faire, là, quand même. D'accord, elle était en manque d'expérience, mais au bout d'un moment, faut aussi l'assumer un petit peu. C'est pas grave si ta femme t'accompagne pas, t'étais pas obligé d'aller jusqu'à prendre sa défense, tout ça pour démissionner, juste pour une histoire de couple. T'es pas obligé d'en arriver là. D'autant plus que cette dernière aurait très bien pu aller se diriger vers une autre série de la part d'HBO. Je veux dire, il y a combien de séries d'HBO qui risquent de sortir et qui sont en cours à l'heure actuelle? C'est bien de vouloir défendre les conditions de ta famille et de tes compagnons, ça je veux bien. Mais là, tu oublies que la contrepartie, c'est que tu laisses tomber tes autres compagnons de travail alors qu'ils galèrent déjà à faire un bon travail, justement. Là, ce qui fait que... le plus important de tout ça, tu vas laisser à quelqu'un qui a très peu d'expérience, ou encore moins d'expérience que toi, qui a en plus réalisé d'autres épisodes de Game of Thrones en plus. Donc je vous en supplie, réengagez au moins Miguel, trouvez un rôle sympa pour sa femme, faites ce que vous voulez, j'en sais rien. Mais s'il vous plaît, donnez quelque chose à sa femme, je vous en supplie, je ne demande rien de plus. Je ne demande pas grand chose. Parce que si vous laissez Ryan Condal faire tout seul, au bout d'un moment, ça va finir par stagner et la série va être totalement détruite par son vouloir de vouloir bien faire les choses. Et quand on apprend qu'au départ, il y avait 5 saisons de prévues et qu'au final, ça a été rétréci à 4 saisons et qu'une 3e saison est en développement, et tout ça, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur même. Ça fait peur parce que... on sait pas du tout ce que tout ça va donner. Ça peut donner absolument tout et n'importe quoi. Et le truc, c'est que ça va surtout donner n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on fait exactement les mêmes erreurs que ce qu'avaient fait les dernières saisons de Game of Thrones. À savoir, n'en faire qu'à sa tête. Et ce, peu importe ce que disait l'auteur d'origine à la base. On a déjà subi beaucoup trop longtemps à la fin de Game of Thrones. Donc, s'il vous plaît, HBO, s'il vous plaît, ne faites pas encore d'autres erreurs qui risquent de coûter la vie d'une série que l'on apprécie déjà dès ses premières saisons. Pitié, réengagez Ryan Taylor, je vous en supplie. Et Miguel, s'il te plaît, reviens. Et s'il revient pas, trouvez un autre showrunner suffisamment compétent. Je veux dire, Alan Taylor m'a l'air peut-être suffisamment serviable, mais là, au vu du résultat qu'on a, je pense pas que ce soit le gars le plus compétent que ça. Trouvez un autre co-scénariste, n'importe qui, j'en sais rien, mais vu que vous êtes HBO et que vous avez déjà produit des séries extrêmement qualitatives, je pense que vous avez largement l'embarras du choix. S'il vous plaît, sauvez cette série et ne la gâchez pas. Parce que ouais, quand tu regardes le CV de Alan Taylor en beauté en tant que réalisateur américain, tu remarques 2 verrues énormes. Et ça recommence. Parce qu'en dehors de ça, comment dire, la série est extrêmement qualitative sur ces autres domaines. Déjà, la production design toujours aussi magnifique, la réalisation est toujours aussi parfaite, les décors sont toujours aussi sublimes, ça y a aucun souci à se faire là-dessus. Ramin Djadaoui se surpasse toujours encore aujourd'hui en termes de musique, en termes d'OST, c'est toujours aussi magistral. Sur ça, il n'y a rien à dire. Les acteurs se surpassent toujours autant. Donc avec toutes les qualités qu'a cette série, je vous en supplie, ne la gâchez pas de sitôt. Surtout si on doit attendre 2 ans de plus et encore on n'a même pas de date officielle, alors je vous parle. Bon, sinon c'est quoi la prochaine série de fantasy? Oh merde, dire qu'on parlait du loup, non!